plaisir de venir vous présenter ce travail-là. Alors, de quoi on va parler dans cette étude-là? C'est vraiment une étude qui va donner un outil à des intervenants qui sont en santé et qui vont travailler auprès des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Qu'est-ce qu'on voit actuellement au niveau de l'absentéisme au travail? On a 3 diagnostics qui reviennent en force sur les absences de moyenne à longue durée. C'est la dépression majeure, les troubles d'adaptation et les troubles anxieux. Donc, ces 3 diagnostics-là ont au-delà de 90% des absences au Québec et on retrouve ça aussi dans d'autres pays. On dit que dans le fond, c'est 25% de toutes les maladies qui sont des troubles mentaux. On sait qu'il y a environ 10% de la population qui va avoir un trouble mental dans sa vie. Et ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des coûts sociaux, c'est très important. Quand on regarde le problème au niveau de la santé mentale, une des premières choses qui est importante, et vous voyez là, on a des études très récentes qui montrent que quand on a un problème de santé mentale, même la prise de médicaments fait que oui, on peut s'améliorer et être plus fonctionnel, mais il n'y a pas de lien avec la diminution des symptômes et la reprise du travail. L'autre chose qu'on voit dans la littérature, je vous dirais, au niveau là, scientifique, c'est que la majorité des études se font uniquement sur l'aspect de l'individu. Hein? Donc, on regarde, est-ce que l'individu va modifier ses symptômes? Est-ce que sa qualité de vie va changer? Est-ce que son statut fonctionnel va changer? Donc, on est centré sur l'individu, même s'il est un travailleur. Et dans une revue en 2010 là, de tous les traitements, avec des magnifiques études, des essais randomisés sur la meilleure façon de traiter les problèmes de dépression, ce qu'on a montré, c'est que oui, si on prend des médicaments et on est accompagné d'un psychologue, on va mieux aller, mais on ne va pas nécessairement retourner au travail. Et ce que cet auteur-là a montré aussi, c'est que si on avait uniquement des traitements sur la personne et non pas sur l'environnement de travail, on n'arriverait pas à retourner les gens au travail. Donc maintenant, ce qu'on dit beaucoup, c'est agir sur l'individu, sur son milieu de travail et sur l'interaction entre les deux. Et ici, là, c'est assez intéressant, empirique, clinique. Je vous dirais que la variabilité actuellement des traitements qu'on offre aux gens sont extrêmement, moi je vous dirais, créateurs, mais on a très peu de données scientifiques. Donc ce qu'on sait, c'est oui, les médicaments, oui, le psychologue, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Et on sait que c'est insuffisant maintenant pour tourner au travail. Alors, le projet il est basé sur le paradigme de l'incapacité qui avait été fait avec Patrick Loisel en 2005. Je vous rappelle simplement qu'est-ce que c'est. C'est que dans le fond, ici, on avait traité ça au niveau des gens qui avaient une douleur musculo-squelettique. On utilise le même cadre de référence pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Qu'est-ce que ça nous dit globalement? Ça nous dit que quelqu'un qui, finalement, a une incapacité au travail, cette incapacité-là au travail est peut-être pas juste due à la personne, mais peut être aussi reliée au système de soins, à l'environnement de travail, puis à l'agence d'indemnisation. Donc, être en incapacité de travail, il y a plusieurs éléments qui rentrent en action pour maintenir ou finalement finir ton incapacité au travail. Parce que ça peut être positif. Par exemple, si au niveau du travail, on a des employeurs qui ont des accommodements très faciles pour les gens, ça va être un facilitant. Ou au contraire, les gens, s'ils disent on ne prend pas personne qui n'est pas à 100% de ses capacités, ça va être un obstacle. Donc, la conception ici de dire, c'est finalement quelqu'un est malade, il y a la maladie comme telle, mais il y a aussi l'incapacité qui en résout, qui est le résultat, et cette incapacité-là peut être de nature différente. Donc, on est parti avec ça, ce qu'on a utilisé en musculo-squelettique pendant 15 ans. Et ce qu'on voulait faire ici, c'est vraiment, et le nom ici là, est important, un diagnostic. Hein, on voulait établir un diagnostic, c'est un outil qu'on veut développer, qui est un diagnostic de la situation de handicap au travail. La situation de handicap au travail, c'est un modèle ici qui avait été développé au Québec depuis de nombreuses années, qui dit dans le fond, l'individu a des capacités, il peut avoir des capacités réduites ou complètes, quand il est confronté à des facteurs environnementaux, par exemple des accommodements de travail ou l'absence d'accommodement, ou par exemple des indemnités de l'assurance, mais c'est l'interaction entre l'incapacité et les facteurs environnementaux qui font les habitudes de vie comme la participation au travail. Donc, ce qu'on dit, nous, c'est l'approche ou l'outil qu'on vient de développer, ça veut poser un diagnostic sur
l'absence, la situation d'handicap au travail, c'est-à-dire l'impossibilité pour la personne d'être au travail et de réaliser son habitude de vie. Alors, l'outil, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est un entretien dirigé qui intègre l'ensemble des facteurs qui prédisent le retour ou non au travail. Donc, on veut savoir, est-ce que j'ai un facteur de risque supplémentaire? Est-ce que la personne devant moi a un facteur de risque de ne pas retourner au travail ou au contraire d'être maintenue hors travail? Alors, ici, on a les 4 systèmes dans lesquels on retrouve les facteurs. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme méthodologie? Dans le fond, on a fait 4 phases. La première phase, c'était d'identifier les facteurs. Alors, ce qu'on a fait d'abord, c'est une revue systématique des écrits, de voir qu'est-ce que la littérature nous dit par rapport à les facteurs qui prédisent le retour au travail ou le maintien de l'incapacité. Et là, on a quand même peu d'articles. On a à peu près 25 articles qui discutent de ça. Et les principales variables qui sont dans ces écrits-là sont des variables médicales. La sévérité des symptômes, la durée de l'absence, la récurrence du problème. Donc, on a très peu, ou on n'a pas du tout de facteurs qui sont liés, par exemple, au travail ou encore au système d'indemnisation. Alors, ce qu'on a voulu faire, nous, c'est de dire, bon, on va tenir compte de la littérature scientifique, très bien, mais on va aussi faire une série d'entrevues pour compléter ça avec l'expérience des gens. Alors, 3 groupes de personnes qu'on a regardées, on a interviewé des cliniciens experts, donc médecins, psychiatres, psychologues, ergothérapeutes, qui travaillaient dans le domaine depuis plusieurs années et qui traitaient pour plus de 50% de leurs cas des gens en absence du travail pour un problème de santé mentale transitoire. Par la suite, on est allé aussi rencontrer des travailleurs qui avaient vécu un premier épisode de dépression et qui avaient vécu un programme de retour au travail et on a voulu savoir quels étaient les éléments favorables dans leur démarche ou pas. Et on a terminé avec des superviseurs et des gens des ressources humaines pour voir dans l'aspect travail quels étaient eux ce qu'ils voyaient comme facteurs prédicteurs du retour au travail. Par la suite, ce qu'on a fait, c'est vraiment une analyse de contenu par rapport aux entrevues, donc assez classique, et on a classé les éléments selon le modèle de Saint-Arnaud qui parlait de la dépression et de la sortie du travail et du retour au travail. On a retrouvé 47 facteurs qui sont des facteurs de risque finalement de maintien de l'incapacité au travail. Dans ces 47 facteurs-là, on a les classiques qui sont médicaux, mais on en a un bon nombre qui n'avaient jamais été nommés comme tels. Et on a 5 facteurs qui sont spécifiques à l'exposition au travail, c'est-à-dire que quand je retourne au travail et je reprends un retour progressif, il y a des facteurs qui sont importants à considérer lors du retour progressif. 47 facteurs, 4 catégories, socio-démographiques, cliniques, occupationnelles et liées à l'assurance. Alors, socio-démographiques, on les connaît un peu, c'est l'âge. Le pire, là, avoir 44 ans, être un homme vivre seul, puis avoir un enfant monoparental. Tout ce qui est événement hors travail et tout ce qui est isolement social aussi, c'est plus difficile à ce moment-là de retourner au travail. Au niveau clinique, c'est principalement ce qu'on va retrouver dans les écrits, donc, comme je vous disais, des antécédents d'absence, la sévérité des symptômes, l'usage à risque des médicaments. Ça, c'est des facteurs qu'on connaissait bien parce qu'ils sont plus dans le domaine médical. Au niveau occupationnel, tous les postes de cadre, c'est des postes qui sont plus à risque de maintien en incapacité. Comment on explique ça? C'est que habituellement, les postes de cadre, c'est des gens qui sont beaucoup plus isolés au niveau du travail et qui habituellement tardent beaucoup avant d'aller consulter. Donc, une fois qu'ils consultent et ils sont hors travail, la sévérité est beaucoup plus importante. On va parler aussi d'absence d'accommodement, des conflits de travail. Un des grandes problématiques au niveau de la santé mentale, c'est que quand les gens, avant qu'ils partent en absence au travail, parfois le milieu de travail se détériore un peu et ils sont déjà un petit peu en maladie et des symptômes. Donc, la façon que tu quittes ton milieu de travail dans l'harmonie ou au contraire dans le conflit va être un facteur qui fait que tu retournes plus facilement ou pas au travail. Alors, la dimension liée à l'assurance qu'on découvre, nous, dans nos études, c'est que n'importe quelle action légale au dossier va être un facteur qui est un obstacle au retour au travail. Au niveau de la santé mentale, ce qu'on va retrouver, c'est faible couverture d'assurance. Comme vous savez, les problèmes de santé mentale, habituellement, vont sur les assurances privées, les assurances qu'on a en dehors de la CSST. Et là, dépendamment dans quelles organisations vous avez des régimes qui sont différents. Donc, il y a des organisations où le régime
une très, très faible couverture qui fait que les individus retournent au travail encore. Parfois, l'établissement n'est pas établi comme tel. Et par rapport à l'exposition au travail, je vous en nomme juste un. Par exemple, quand tu es absent 1 an et que tu retournes, parfois il y a eu des changements dans les conditions de travail antérieures à l'absence ou encore, finalement, une nouvelle technologie qui s'installe pendant que vous n'êtes pas là. Alors, l'étape 2, dans le fond, on avait ces 47 facteurs-là. Ce qu'on a voulu faire, c'est de la triangulation avec certains questionnaires. Donc, on est allé voir au niveau des membres de l'équipe comme tel, mais d'autres personnes, 3 psychologues, 2 ergothérapeutes, pour tenter de choisir des outils qui vont trianguler nos résultats. Alors, on en a choisi 3. Le SKID, c'est une entrevue qui nous permet de poser un diagnostic. C'est habituellement utilisé avec principalement les psychologues au Québec. Et on a fait une évaluation globale du fonctionnement et le Job Content Questionnaire. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on utilise des questionnaires qui sont validés pour confirmer certaines variables. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a élaboré l'outil comme tel, donc je vous passe les détails. Donc, on a un entretien dirigé où on a inclus à travers de l'entretien des questions relatives aux facteurs de risque. Alors, ce qu'on a mis dans ça aussi, c'est, dans le fond, vous voyez ici, c'est l'exemple. On a ici les facteurs de risque, donc je vous parlais. Et ce qu'on va dire, est-ce que ce facteur de risque-là, il n'est pas du tout probable qu'il influence l'incapacité au travail ou pas? Donc, on voulait avoir comme une mesure vraiment pondérée de ça. Et c'est une mesure aussi systématique pour être capable, par la suite, de valider l'outil. Donc, ça ressemble à ça un peu. Ce qu'on a fait après, c'est une étude pilote auprès des utilisateurs, c'est-à-dire qu'on a pris des cliniciens dans le domaine et on leur a demandé d'utiliser cet outil-là avec 3 personnes et après ça, de nous revenir. Alors, quand les gens ont expérimenté l'outil, ils sont revenus et on a utilisé un guide d'entrevue qui est adapté du modèle d'adhésion des médecins au guide de pratique. Donc, c'est vraiment une entrevue structurée qui nous dit, qui parle vraiment de l'adoption d'un outil et qui nous donnait un peu un guide d'entrevue qui était très systématique et qu'on pouvait par la suite rapporter ces résultats-là avec d'autres études. Alors, les résultats de cette étape-là, les cliniciens, dans le fond, ont expérimenté ça. On avait seulement 2 cliniciens et 3 travailleurs chacun. Ils ont fait un ensemble de recommandations sur la forme, le contenu, la précision. Et ce qu'on a fait, c'est 6 échanges aller-retour, c'est-à-dire qu'on a recueilli les recommandations, on a fait des corrections, on est allé valider, on est revenu. Donc, vous voyez qu'il y avait un processus de validation qui était important. Moi, je vous dirais les limitations, c'est seulement avec des ergothérapeutes qu'on a fait ça. Habituellement, moi, je pense qu'ergothérapeute, psychologue ou quelqu'un qui est formé pour intervenir en santé mentale, ça irait. On a uniquement traité avec des personnes qui avaient une dépression majeure, qui étaient en absence prolongée. Donc, on est autour de 10-11 mois d'absence. Donc, c'est sûr qu'il faudrait avoir aussi les troubles d'adaptation et les troubles paniques. Et pour les superviseurs, donc pour la portion entreprise, on avait seulement les moyennes et grandes entreprises. Donc, à faire pour suivre la validation de l'outil auprès de d'autres experts dans le domaine. Je pense qu'on est rendu au moment où on va se questionner sur le développement d'une formation pour utiliser l'outil. Je pense que la pire chose qu'on peut faire actuellement, c'est de donner cet outil-là, mais sans former les gens. Et bon, d'aller dans un deuxième temps étudier les qualités psychométriques de l'outil, donc la fidélité et la validité dans un autre temps comme tel. C'est bon.